Voilà, donc on va faire notre dernier chapitre de l'année. Hurrah, hein, c'était long, hein, cette économie. Donc on est toujours dans ce dernier thème, pourquoi mettre en œuvre une croissance soutenable. Vous voyez, c'est un thème intéressant. On va voir la nécessité d'une nouvelle forme de croissance. Alors, pourquoi rechercher des nouveaux modèles de développement? Je pense que vous êtes un peu au courant que, eh bien, il faut que nous allions vers un développement durable qui correspond à la capacité à répondre aux besoins des générations présentes sans compromettre celles des générations futures. Ça, c'est Madame Brundtland, Premier ministre norvégien, qui a dit cette phrase en 1987. Et depuis, donc, on reprend cette définition pour parler du développement durable. Les enjeux du développement durable. Alors, suite à cette petite définition, on voit qu'il y a une solidarité à la fois horizontale, c'est-à-dire on doit répondre aux besoins des générations présentes dans notre développement. Il y a aussi une solidarité verticale, c'est-à-dire une solidarité entre générations grâce à un comportement écologique prudent. Donc on doit aujourd'hui avoir un comportement, un mode de développement qui ne puisse pas eh bien, mettre en cause, mettre en péril les générations, vos enfants, vos petits-enfants plus tard. Donc on doit apprécier les conséquences de nos actes et cela à long terme, à 25, 30 ou 50 ans. Donc vous voyez, c'est quand même quelque chose de très nouveau dans les consciences. Donc on a vu dans le chapitre d'avant que le besoin alimentaire en 2050 on sera de 9 milliards d'individus contre 6 milliards aujourd'hui. Donc comment mener ce développement et quels sont les enjeux de ce développement durable? Alors en grand C, une approche globale du développement. Donc vous connaissez déjà ce petit schéma, vous l'avez certainement déjà vu en management. Donc le développement durable, il est au carrefour du social, de l'économique et de l'environnemental. Alors l'économique, qu'est-ce que c'est? Il faut dans notre développement, bien sûr, créer des richesses, améliorer les conditions de vie matérielles. Il faut que notre développement soit viable. Au niveau social, eh bien, on a aussi besoin de santé, d'éducation, d'habitat, d'emploi, d'équité intergénérationnelle, d'égalité des chances hommes-femmes, de prévention de l'exclusion. Donc, il faut que notre développement soit juste, c'est-à-dire équitable, pas seulement viable, mais équitable. Et enfin, troisième dynamique, l'environnement. Il faut préserver la diversité des espèces et des ressources naturelles et énergétiques. Et donc, on va dire qu'il faut que ce développement soit vivable pour l'ensemble de la planète. Donc on est à la jonction entre le équitable, juste, social, le viable économique et le vivable environnemental. Donc vous voyez, la question environnementale, c'est celle qui a émergé depuis maintenant une vingtaine d'années. On était plutôt dans les 30 glorieuses, surtout dans l'économique, et puis la question sociale est arrivée, hein, bien sûr, dès le début du XXe siècle, avec l'industrialisation, mais encore plus avec les problèmes de chômage au XXe siècle. Donc nous sommes vraiment au niveau du social, du viable, social, économique et environnemental. Alors je vous ai rajouté cette phrase qui est très belle, le développement ne se réduit pas à la simple croissance économique. Pour être authentique, le développement doit être intégral, c'est-à-dire promouvoir tout homme et tout l'homme. Donc cette phrase, elle est tirée d'un corpus de textes qui s'appelle la doctrine sociale de l'Église. Elle a été écrite par Paul VI en 1967. Et donc un certain nombre de textes assez anciens, vous voyez déjà dès 1967, donc bien avant Brundtland de 1987, 20 ans avant, en disant que le développement économique ne permettra pas le bien-être de la population. Donc pourquoi rechercher de nouveaux modèles de développement? Quels indicateurs maintenant pour le développement durable? Maintenant qu'on a vu un peu ce que c'était que le développement durable et ses enjeux. Donc premier indicateur, l'IDH, l'indice de développement humain, que vous avez déjà dû voir en géographie. Donc cet indice, il a 3 dimensions, la santé, l'éducation et le niveau de vie. Et il a 4 indicateurs. Pour la santé, on va regarder l'espérance de vie à la naissance. Pour l'éducation, la durée moyenne de scolarisation et la durée attendue de scolarisation. Et enfin, au niveau de vie, le revenu national brut par habitant. Alors ici, un petit classement, c'est extrait du rapport sur le développement humain de 2015 du PNUD, qui est le programme des Nations Unies pour le développement. Et vous avez ici la France, le Mexique et le Niger. La France arrive 22e du classement à l'IDH. Vous avez le Niger, vous voyez, qui arrive 188e. Alors, en espérance de vie à la naissance, eh bien, 61 ans seulement si vous êtes nigérian,
Si vous êtes français, vous avez sans doute beaucoup plus de chance parce que vous avez une espérance de vie moyenne de 82 ans, un peu plus de 82 ans. La durée moyenne de scolarisation, elle est de 11 ans en France pour une année, même pas une année et demie au Niger. Et la durée attendue de scolarisation en année, elle n'est que de 5 années, un peu plus de 5 années au Niger, alors que la durée attendue de scolarisation est de 16 ans en France. Et vous avez enfin le revenu national brut par habitant, vous voyez, même pas 1 000 € au Niger, donc ça c'était sur un rapport de 2015, et 38 000 € en France. Donc vous voyez un indice de développement humain qui prend en compte beaucoup plus que le PIB par habitant. Alors, quels avantages présente l'IDH par rapport au PIB pour mesurer le développement durable? Ça, on l'avait déjà vu en économie que le PIB est un indicateur imparfait du développement. Il va mesurer la richesse créée dans un pays, mais ce n'est pas un indicateur de bien-être. Il ne mesure que les flux économiques qui transitent par l'État ou le marché. Mais quid de tout ce qui est en dehors de l'État ou du marché? Par exemple, le bénévolat ou tout le travail domestique. Il ne va pas prendre en compte tous les services gratuits et les externalités positives qui sont induites ou produites par l'écosystème. Il ne va pas décompter les externalités négatives, par exemple la pollution, les accidents, le stress. Bien au contraire, polluer va accroître le PIB, parce qu'il va falloir faire tout un travail de dépollution, et cela, ça va générer de la croissance. Donc vous voyez que c'est un indicateur tout à fait imparfait. Donc après avoir vu l'IDH, on va voir maintenant l'empreinte écologique et le PIB vert, deux autres indicateurs. Alors l'empreinte écologique, on va faire un petit zoom sur l'empreinte eau de nos produits. C'est une source de la newsletter du WWF de juillet 2010. Donc cette ONG qui travaille notamment pour la préservation des ressources de la planète. Alors, regardez ce qu'il nous faut. Pour produire du café, il nous faut une empreinte eau de 140 litres. Pour produire des tomates, 180 litres. Pour produire un hamburger, 2400 litres d'eau. Et pour produire du sucre, encore plus, 1500 litres. Donc vous voyez, il y a des productions qui vont nécessiter beaucoup, beaucoup d'eau. Donc il va y avoir une empreinte eau différente suivant les produits. Si tous les habitants de la Terre vivaient comme nous, pourquoi faudrait-il 2 planètes supplémentaires? Donc, on l'a déjà vu au début de ce chapitre, ou le chapitre d'avant. En 1970, le nombre de terres nécessaires aux besoins de l'humanité, c'était une planète. En 2015, on est passé à 1,6, et les prévisions à 2030 sont de 2. Alors, comment ça se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? Si la capacité de la Terre à produire des ressources et sa capacité à absorber des déchets, on appelle ça sa biocapacité, est inférieure à son empreinte écologique, qui sont les ressources consommées et les déchets émis, eh bien alors l'empreinte écologique va excéder les capacités de la planète. Et c'est là où on dit qu'il y aura un nombre de terres nécessaires aux besoins de l'humanité. C'est-à-dire que la Terre, elle est capable de produire des ressources et d'absorber des déchets. Encore faut-il que cette biocapacité soit supérieure à l'empreinte écologique qui, elle, détruit les ressources et émet des déchets. Alors la définition, c'est que l'empreinte écologique va évaluer la pression que nous exerçons sur la biosphère, sa biocapacité pour produire des ressources renouvelables et absorber le CO2. Alors l'utilité de cette empreinte écologique, c'est un outil de mesure. Il va permettre de mesurer l'impact du niveau de la croissance sur le développement. Il va permettre d'alerter sur les dangers d'un type de développement. Donc vous voyez, de combien de planètes aurions-nous besoin si la population mondiale vivait comme aux États-Unis? Eh bien, il nous en faudrait presque 5. En Russie, il nous en faudrait 3, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni. Au niveau monde, on retrouve nos 1,6 planètes pour que l'on puisse vivre comme nous vivons aujourd'hui. Donc les pays développés, les États-Unis, la France, mais aussi les pays émergents, Russie, Chine, sont les plus concernés car ils surexploitent la planète. Alors on va voir le dernier indicateur qui est le PIB vert. Alors PIB et IDH, on l'a vu, sont des indicateurs qui tiennent compte du court terme, mais la hausse de ces deux indicateurs se fait au détriment du capital naturel. Il y a un manque de dimension écologiste. L'IDH, c'est déjà mieux que le PIB, mais il manque encore la dimension écologique. C'est ce que va apporter la notion de PIB vert. C'est un indice de richesse globale, le véritable état de la richesse du pays et de la durabilité de sa croissance.
C'est un indicateur qui a été lancé par l'ONU en 2010. Et vous voyez, le plus important là, c'est que eh bien, les hommes cherchent à trouver des indicateurs qui vont lui permettre de corriger ses défauts, de piloter cette croissance, ce développement en vue du bien commun. Donc, c'est tout à fait intéressant de voir que le PIB vert est bien sûr contesté aujourd'hui, c'est très compliqué à intégrer, mais voilà, on est en recherche d'indicateurs plus performants que le PIB et que l'IDH. Voilà pour les indicateurs pour le développement durable. Troisièmement, quels instruments pour le développement durable? Alors, premier instrument pour gérer la durabilité, la réglementation. Elle s'est accrue considérablement à l'échelle européenne, française et locale. En 2007, il y a eu le Grenelle de l'environnement qui a instauré de nouvelles réglementations concernant le développement durable en matière sociale et environnementale, donc tout ce qui concerne la RSE, donc très important de bien réviser ça, notamment en management, tant pour les organisations privées que publiques. Donc une organisation privée va travailler à sa responsabilité sociale, sociétale et environnementale, mais les collectivités territoriales, les EPCI, les établissements publics de coopération intercommunale, mairies, communes, communautés de communes, communautés urbaines, vont travailler à réduire le CO2, à améliorer le bien-être des populations, etc. Les normes et les labels. Donc après la réglementation, les normes et les labels. Alors vous voyez, ça c'est très important aussi. Ils vont être mises en place un certain nombre de normes qui vont inciter et obliger les entreprises à intégrer les contraintes environnementales à leurs décisions économiques, à la fois pour la production pour les entreprises, mais aussi en termes de consommation et d'épargne pour les ménages. Donc vous voyez, la norme qualité ISO 9001, on la connaît bien, la norme qualité ISO 9001, hein, elle est dans notre champ économique depuis longtemps. La norme ISO 14001, elle est moins connue, et la norme sociale, encore moins connue, la 18001. Alors, les labels, eux, quant à eux, ne sont pas obligatoires. Ils ont été développés par les pouvoirs publics pour apporter des garanties aux consommateurs en matière de performance et de qualité environnementale. Donc, un certain nombre de labels publics, donc les écolabels, les normes françaises environnementales. L'objectif, c'est de susciter l'achat des consommateurs sur des filières qui tiennent en compte, qui sont sur des programmes de développement durable. Donc vous voyez ici la responsabilité sociétale de l'entreprise, la RSE, avec la norme ISO 26000, hein, qui est très importante. Donc après la réglementation, les normes et les labels, on voit enfin la taxation et les permis négociables. Donc encore un troisième outil pour gérer un développement responsable. Taxation et permis négociables sont des instruments du marché qui utilisent le prix pour obtenir l'effet recherché. Alors quel est le principe de fonctionnement du marché des droits à polluer du système des quotas? Une firme appartenant à une industrie se voit attribuer un plafond maximum d'émissions, quota de pollution autorisé. Alors vous voyez, la firme A, elle a un quota, mais elle a des excès. Donc elle va négocier un permis pour utiliser les quotas non utilisés de la firme B. Vous voyez? Donc dans ce système, contrairement à une taxe ou une norme, la firme vertueuse va être récompensée de ses efforts. Donc ce sont des permis négociables. Vous avez aussi la taxe environnementale, on appelle ça la taxe pollueur-payeur. On va fixer un prix élevé pour décourager les comportements qui ne sont pas vertueux. Donc voilà deux autres outils, permis négociables et taxe environnementale, pour essayer de gérer la nécessité d'une nouvelle forme de croissance. Voilà, vous pouvez faire maintenant le questionnaire si vous le souhaitez, qui est en ligne. Le lien est à côté de la vidéo.